Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour, à tous les jours du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des imprévus. Parce qu'aujourd'hui, je cherchais quel genre de sujet que je pourrais aborder avec vous, puis il n'y avait rien qui me venait. Puis là, je regardais la gestion de mon agenda, je regardais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis je me disais, non, on dirait que le sujet ne me vient pas. Donc, j'ai pris un pas de recul, je me suis mis à observer mon incertitude, puis je me suis dit, et si je vous parlais de ça? Donc, avant de plonger au cœur du sujet, je vous rappelle que le défi Psychoctober est une formule vidéo, donc c'est de l'éducation psychologique, ça ne remplace pas une psychothérapie. Mon objectif est de faire de la vulgarisation scientifique, professionnelle et en suivant les balises généralement reconnues des pratiques en psychologie. Je vais vous faire des partages, je vais faire des synthèses, donc ce n'est pas un relevé exhaustif du champ de la connaissance, ni une étude scientifique avec toutes les références. Donc, je voudrais que vous preniez mes propos comme étant de nature inspirationnelle, générale. Je ne parle pas de vous dans les vidéos, je parle de en général. Et mon objectif, c'est un petit peu de vous donner accès à quel genre de réflexion il peut se passer dans l'esprit d'un psychologue pour pouvoir vous équiper d'une meilleure compréhension de peut-être vous-même. Si vous voulez aller plus loin, soit en me posant directement des questions, vous pouvez aller sur mon site web en description, là, il y a un espace qui s'appelle questions confidentielles. Vous pouvez me poser des questions, bien, ça le dit de manière confidentielle, et je vais répondre dans mon live chaque semaine tout en protégeant votre identité. Et si vous voulez aller plus loin, vous voulez prendre rendez-vous également, contactez-moi en privé. Il me fera plaisir de vous envoyer tous les détails reliés à la prise de rendez-vous. OK, maintenant que c'est expliqué, qu'on a fait la mise en contexte, on va retourner au sujet principal, la gestion des imprévus. Ou comment on fait pour se laisser surprendre par les choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Là, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. C'est pour ça que si on peut prendre cette perspective-là intérieure, on va toujours retrouver un espace que je dirais de liberté pour poser l'action juste. Mais la clé principale pour réussir à faire ça, c'est de renoncer à l'idée qu'il faut toujours être confortable. La recherche du plaisir, du confort, de la satisfaction, c'est une extension de la biologie qui essaye d'aller chercher des ressources pour être bien. Donc, c'est une stratégie qu'on pourrait dire une extension des réflexes de survie. Puis, paradoxalement, pour dépasser les réflexes de survie, il faut s'intéresser à notre souffrance. Je ne suis pas en train de dire que c'est agréable. Je ne suis pas en train de vous dire de vous infliger de la souffrance pour être heureux. C'est pas ça que je dis du tout. Je suis pas en train de parler d'être sadique. Je suis pas en train de parler d'automutilation quand je dis ça. Je suis en train juste de dire que et si on laissait de la place à ce qui est présent? Parce que bien souvent, on en a des signaux d'alerte à l'intérieur de nous, d'angoisse, d'inconfort, de souffrance affective. Parfois, il y a aussi des douleurs physiques. Mais même si on est capable de les négliger, de les mettre de côté, de les nier, de les refouler ou de les projeter sur les autres, ça ne change rien au fait qu'ils sont en nous, ils nous suivent. Donc quand je vous propose de prendre une prise de perspective intérieure pour observer ce qui se passe en soi, c'est qu'il faut être prêt à accueillir ce qu'on va voir, là. Pas faire un tri de sélection en disant je ne vais seulement regarder que ce qui est beau, confortable et agréable. Non, moi aujourd'hui, je me suis laissé surprendre en me disant ah, il y a quelque chose qui marche pas là, t'as peu là, je me sens pas. Je sais même pas de quel sujet je vais parler. C'est quoi qui se passe là? Puis là, j'ai vu que j'étais mêlé ou que j'avais pas de sujet qui m'inspirait, que j'avais un temps à partie limité. Puis là, il faut que je trouve quelque chose. Donc, pression d'un côté, je sais pas quoi dire de l'autre côté. Comment on pourrait prendre une perspective suffisante pour intégrer les deux? Ben, je me suis dit la gestion de l'incertitude ou quand on sait pas quoi dire. Ça serait un excellent sujet. Puis là, finalement, plus que j'avance dans la discussion, plus que ça recrée à l'intérieur de moi un genre de cohérence. Mais cette cohérence-là, c'est elle qui nous permet de déterminer, OK, c'est quoi l'action juste à poser maintenant? C'est quoi la prochaine chose à faire? Comme vous avez vu, ça
intègre à la fois la surprise et mes forces, mettons ma connaissance de la psychologie, et mes vulnérabilités, mon incertitude. Je savais pas quoi dire. Fait que là, en intégrant les deux ensemble, ça donne une sculpture unique que probablement vous n'aurez jamais vue nulle part, mais qui va vous ressembler. C'est une grande libération intérieure quand on réussit à faire ça. Puis, bien souvent, ça va nous permettre aussi d'approfondir la connaissance de nos signaux d'alerte là, qui montaient à l'intérieur de nous. Mais pour ça, il faut savoir être fort et savoir être vulnérable. Ça permet d'être entier. Il n'y a plus de zone interdite à l'intérieur de soi. Mais je vous le dis, c'est vraiment pas confortable tout le temps. Hein? C'est parce que là, moi, j'aurais beaucoup mieux préféré avoir un thème hyper structuré à vous raconter que de me promener dans mon angoisse et d'en faire une sculpture. Mais je suis d'avis que ce genre de dévoilement-là, c'est pour humaniser les échanges, puis que ça va peut-être créer de l'espoir chez certaines personnes. Peut-être que ça va normaliser le fait qu'on souffre tous, qu'on est tous surpris par des événements de la vie, qu'on est tous rattrapés par des angoisses ou des vulnérabilités. Aussi fort soit-on, nos vulnérabilités vont rester. Pour raconter ça en consultation thérapeutique, moi j'utilise souvent des exemples physiologiques là, pour l'amplifier en disant est-ce que si tu remanges plus tard dans la journée, c'est l'échec de ton repas d'avant? Les gens disent ben non, c'est normal de remanger. OK. Est-ce que si tu vas à la toilette plus tard, aujourd'hui ou demain, c'est l'échec de la fois d'avant, le matin là, ou hier quand tu es allé? Puis les gens disent ben non, c'est normal de retourner. Est-ce que quand tu prends une inspiration, c'est l'échec de l'inspiration d'avant ou c'est juste normal de prendre un. Ils disent ben c'est normal ça. OK, ça veut dire qu'il faut se promener en ayant la force d'entrer à l'intérieur de soi des nutriments et l'acceptation de la vulnérabilité qui ne pourrait pas vivre sans cet apport-là. Fait qu'il faut se promener dans les deux, force et vulnérabilité, intégrés ensemble. Puis là, moi, c'est ce que je trouve que c'est un petit peu comme si on jongle. C'est pas la maîtrise de soi contrôlée totale, c'est la maîtrise de soi. Puis la maîtrise, je trouve, c'est comme jongler. À un moment donné, jongler, ça devient facile. Mais pour une personne qui n'a jamais jonglé, ça peut avoir de l'air assez difficile. Comme vous avez vu, la prise de perspective intérieure, moi je crois que c'est une porte de la libération, mais par contre, ça ne fait pas en sorte qu'on se sent bien tout de suite. La création de la cohérence, c'est un chemin de libération. C'est un petit peu comme s'il faut s'installer dans une espèce de rituel air d'aller qui prépare notre système nerveux à aller vers un état spécifique. Il y a des études qui démontrent que si vous enclenchez une routine de préparation du sommeil toujours aux mêmes heures, que vous suivez la même séquence des événements, ça favoriserait le relâchement du système nerveux pour entrer dans le sommeil. Ben, cette préparation rituelle-là, je pense qu'on la retrouve dans plein de tâches qui exigent un haut niveau de nous-mêmes. Autant sur le plan religieux, les gens qui égrènent leur chapelet, puis ils font leur prière, puis tout ça, puis sans porter foi aux éléments des religions, je suis en train de vous dire qu'ils mettent en place un rituel qui les prépare à se mettre en contact progressivement. Ils passent de leur fonctionnement quotidien à un rituel qui prépare et met en contact avec quelque chose de plus délicat, de plus profond, une espèce de communion avec leur Dieu. Ben, c'est un petit peu la même chose, les rituels de soins, les rituels de relaxation, les rituels alimentaires. On se prépare, lave les mains, on vient à table, on met les ustensiles, on commence à manger. Puis là, la segmentation dans des étapes prévisibles, ça permet de construire quelque chose. Mais on n'est pas tout de suite rendu. En consultation, moi j'en ai plusieurs étapes qu'on pourrait dire rituelles. Il y a la phase d'accueil, la phase de réchauffement, la phase d'exploration, la phase de mise en contact, exercice, la phase de bilan, la phase de correction, la phase de
mise en devoir, prise de rendez-vous, prochain rendez-vous et la phase de fermeture. On pourrait dire que moi, je répète constamment ces étapes-là en consultation. Puis là, étant donné que j'ai développé ma recette de ça, je peux me retrouver dans les différentes étapes. C'est en connaissant bien son modèle personnel avec ces différentes étapes, je pense que là, on peut se permettre d'être surpris avec plus d'aisance. Surprise, je savais pas que... Je savais pas savoir quoi dire. C'est tellement moins pesant de se permettre d'être vulnérable. Hein. C'est ça l'humilité. C'est de savoir reconnaître que, OK, là, j'ai pris un fardeau pesant, puis là, voyons, il me semble que j'ai mal. T'as peu, qu'est-ce qui se passe? On débarque le sac à dos, puis là, on réalise que dans le sac à dos, hey, il y avait des roches qui sont même pas à moi là-dedans. Qu'est-ce que ça fait là? On peut les enlever. Ou on peut se dire, ben là, c'est bien trop pesant pour mon dos, là, pour me rendre jusque là-bas. Je pourrais peut-être demander de l'aide. Pourrais-tu m'aider à faire le dernier bout? Puis là, demander de l'aide, ça permet d'alléger en apparence le poids. On peut également faire 4 petits voyages plutôt qu'un gros. Peut-être c'est 4 consultations thérapeutiques dans le respect de nos limites plutôt que d'essayer de tout régler en une shot. Ça demande beaucoup d'humilité, savoir faire face à nos erreurs, savoir faire face à nos angoisses, savoir faire face à l'insatisfaction, puis savoir faire face aux imprévus de la vie. Parce que parfois tout va bien, puis là, il y a une montée d'angoisse qui monte, puis on ne sait même pas de où que ça vient. Et si on avait à prendre soin de ça en prenant un pas de recul pour l'observer, dire ah, oui, présentement, je vis quelque chose de malaise. Quel genre de malaise? Ben, je pense que c'est malaise incertitude. On zoome dedans. Quel genre d'incertitude? Ben, je ne savais pas de quel sujet parler. Est-ce que j'ai trouvé finalement de quel sujet parler? Ben, je pense que oui. J'ai même pesé sur le bouton démarrer l'enregistrement. Est-ce que tu as encore des choses à dire? Ben là, ça fait 12 minutes, là, mais je pense que j'ai encore du stock à dire. Là, on verra. Là, puis, OK, puis si, mettons, je ne trouvais plus rien à dire, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je me forcerais à faire la vidéo de 30 minutes ou je pourrais me permettre d'arrêter? Ben, la réponse est la deuxième. Moi, j'aime bien dire que je me permets de respecter mes limites à tout moment. Donc, je pourrais appuyer sur arrêter l'enregistrement dès maintenant. Je pourrais également, si je réalisais que je filais vraiment pas bien, ne plus faire de vidéo dans le Psychoctober, même si on achève le mois. Donc, c'est pas parce que c'est une prise de responsabilité, un sac à dos, que je vais me briser le dos en voulant mener le projet à terme. Non, je vais écouter les vulnérabilités, je vais déposer le sac à dos, examiner, faire un tri, segmenter en petites étapes, aller chercher de l'aide peut-être. Puis, ça paraît beaucoup plus simple. Parce que si je maintenais le sac à dos sur moi, let's go, t'es capable, fais comme si c'était facile, fais comme si c'était. Ah ouais, vas-y! Ben un jour, ça risque de faire crac, pouf! Tombe au sol, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis brisé par la vie. Puis un autre mot, hein, qui ressemble à humilité, mais qui veut dire plus brisé par la vie, on appelle ça être humilié. Donc, humiliation, crac, pouf, tombe au sol, je ne pourrai plus jamais marcher. Alors que humilité, je dépose au sol le fardeau pour faire un tri, un travail dessus. Il y a une grande libération intérieure à faire ça. Mais il faut que quelqu'un nous en parle pour savoir que, ah ouais, on a le droit de faire ça. Moi, je me souviens de la personne qui me l'a enseigné, cette affaire-là. Ça m'avait fait tellement de bien de réaliser que, ah ouais, on peut se libérer à tout moment. Puis c'est pas les autres à l'extérieur qui décident. Ça peut être moi. Ça veut dire que même si des personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec vos gestes de santé, vous pouvez vous libérer pour aller vers la santé. Oui. Mais ça se peut qu'aller vers la santé, ça ait des conséquences dans un réseau qui a des obligations, des deadlines, des limites, des règles ou des habitudes. C'est pour ça que parfois, s'occuper de sa santé dans un milieu toxique, ça peut paraître
productif ou vous pouvez même vous faire attaquer parce que vous prenez soin de votre santé. Il y a des gens qui, quand ils voient une personne heureuse, ça réveille en dedans d'eux autres leur souffrance, leur blessure, leur envie. Il y a des gens qui avaient fait le test, hein, d'ailleurs, sur YouTube, pour tester à savoir, est-ce que fondamentalement, dans une population de gens au sens large sur le web, il va toujours y avoir des gens avec de la souffrance qui vont prendre le temps de venir écrire des mauvais commentaires sous une vidéo. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une vidéo d'un enfant d'environ 2 ans, je pense, qui rit. Là. Il rit abondamment, là. Puis là, tu vois qu'il est bien, le petit enfant, là, puis il est filmé en gros, tout ça. Ben, sous la vidéo, il y avait des commentaires de gens qui disaient des insanités, qui insultaient les parents, ça s'insultait les gens vers les autres, ça se faisait la morale, ça se criait dessus, ça disait que c'était pas correct. Puis là, il y avait des beaux commentaires également. Hein. Mais c'est là qu'on voit que dès qu'on fait bouger quelque chose sur le plan affectif, ben ça se peut que ça ébranle tout le reste du système affectif autour. Donc on est vraiment des êtres d'habitude et de routine. Puis là, revenez dans la conception que ça aide à la survie. Mais ça aide pas à être heureux. Tu sais, moi, quand je fais ce genre d'intervention-là sur le web, même si je savais pas de quoi je voulais parler, je reste responsable de mes propos professionnels. Fait que c'est sûr que des fois, je mets de l'émotivité dans les propos que je vous partage. Mais c'est... Quand je fais ça, je veux humaniser les échanges, mais je suis conscient, je garde en tête tout le reste des connaissances scientifiques qui dit que dès qu'on injecte de l'émotivité dans quelque chose, ça se peut que ça réveille le meilleur d'une personne, ça se peut que ça réveille ses blessures aussi. Fait que moi, je me fais attaquer de toutes sortes de manières, de toutes sortes de sens, parce que je fais des vidéos sur le web. Ça réveille les blessures des gens. Puis d'ailleurs, il y a un juge au Québec dans le cadre d'un processus disciplinaire, le juge Malo, qui avait dans son ordonnance par rapport à un recours là, sur une faute professionnelle d'un professionnel membre de l'ordre qui disait que l'intervention professionnelle ne comporte pas de risque zéro. Il y a toujours un risque à être en intervention professionnelle. Donc là, moi, présentement, je suis en train de prendre un risque. Mais ce risque-là, il peut être modéré. Mais par contre, ça n'existe pas le risque zéro. Donc, je suis en train de jongler avec toutes sortes de balises. Pourtant, je vous parle de vulnérabilité depuis tantôt. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Je n'avais pas de thème préparé. Mais force et vulnérabilité ensemble permettent de commencer à être complet. Il n'y a plus de zone interdite à l'intérieur de moi. Là, je dis ça, il n'y en a plus. Il y en a encore là, en l'intérieur de moi. Là, je vous parle du chemin vers lequel j'essaye de me diriger. Là. C'est un travail d'une vie. Puis quand on est stressé, ben, ça réduit nos champs de perception parce que ça fait fondre nos ressources. Si on est malade, fait fondre nos ressources. Si on est stressé, fait fondre nos ressources. Si on est fatigué, fait fondre nos ressources. Puis là, quand on est à zéro ressources intérieures, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est les 3 comportements de survie. Là. Combattre, fuir, figer. Mais vous devriez saisir ça, ou plutôt c'est une invitation que je vous fais à essayer de saisir peut-être plus tôt les déclencheurs à l'intérieur de vous, les réactions d'alerte qui vous dérangent pour attirer votre attention. Gardez à l'esprit que un signal d'alerte, là, ça dit attention, 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 attention. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait y donner? De l'attention. Attention là! Attention là! Ah oui, attention à quoi? Là, on zoome dedans. Puis là, on zoome dedans. Attention à quoi? Ben, fais attention à trouver un sujet cohérent, pertinent. Oublie pas, hein? En même temps que tu vas être dans le partage de tes vulnérabilités, reste dans la connaissance, dans tes forces de psychologue et dans tes obligations déontologiques. Ah, OK. Ça et ça. Puis là, on fait qu'on regagne des ressources intérieures. Puis ça, là, ce bassin-là, à un moment donné, ça permet d'absorber les chocs de la vie. Ça permet d'explorer le monde. Puis ça permet de se libérer de bien des fardeaux parce que, étant donné qu'on a un espace de lousse pour pouvoir prendre des mesures, on n'est pas aveuglé par les réflexes, on a un espace pour prendre des mesures, ça permet d'encore mieux prendre soin de soi.
Puis là, ça fonce, ça grandit, ça fonce. Puis là, on devient un expert encore plus. Bon, ben, voyez ça comme étant peut-être un rituel dans lequel installer un retour à soi. Et si le matin, il y avait un moment de contact? Et si le soir, il y avait un moment de contact? Et si vous associez des choses rituelles de la vie avec une prise de contact? C'était peut-être ça, le rituel de prière de certains mouvements religieux avec le moment de manger. Peu importe les croyances aussi, vous en avez, j'en avais pas. La ritualisation, le fait de retourner, ça permet d'associer un geste automatique de survie avec peut-être des valeurs que vous avez, des principes supérieurs. Supérieurs dans le sens de pas juste aveugler, mais capable de réfléchir des choses, des nuances. C'est un monde invisible, hein? Le monde de la connaissance de soi. Puis je peux comprendre que les gens qui consultent pour la première fois, ils ont souvent bien de la difficulté à, à se faire une image claire de ouais, mais c'est quoi ça, la connaissance de soi? Qu'est-ce que c'est ça, la maîtrise? Oh, c'est beau, soi, oh oui, je me connais, là, je suis là, je me connais. Mais si c'est la souffrance ou le stress qui s'est accaparé du micro, ça va dire n'importe quoi. T'sais, ça dit les mêmes mots que vous utilisez, mais c'est aveuglé. Ça prend cette capacité-là de prise de perspective pour amorcer un changement réel à l'intérieur de soi. Puis là, une fois qu'on a accueilli le signal d'angoisse, une fois qu'on a compris quel est le besoin, une fois qu'on a répondu aux besoins, il y en a certains que ça va faire. Puis il y en a d'autres, ça va être. Ça reste tendu, là, puis c'est difficile. Peut-être qu'il va falloir renouveler les soins, renouveler l'engagement envers vous-même, mettre plus de temps, bon, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard ce soir, mais il va falloir remettre en contact, on pourrait dire, votre fonctionnement psychique avec votre corps. Et si on faisait une rencontre avec soi-même avant de penser bien rencontrer les autres? Moi, je l'illustre en thérapie en disant que j'offre 50% de mon attention aux gens, puis l'autre 50%, il est pour moi. Parce que moi aussi, je suis là pendant les rencontres. Mais pourtant, ça coûte cher. Fait que là, il y a comme une espèce de double direction qui fait que si on va dans les deux sens, on reste libre. Rester libre, ce n'est pas sans conséquence. Mais en même temps, ça permet de saisir des opportunités. Hein? L'opportunité de construire sa vie, de rester libre. Et bon, non pas rester libre, renouveler sa liberté. Moi, j'aime mieux ça, c'est mieux dit comme ça. Parce qu'on ne peut pas rester dans un état spécifique. On peut apprendre à de plus en plus bon à le renouveler par contre. Puis le plus qu'on le renouvelle, plus qu'on se libère. Plus que c'est une compétence qui grandit. Moi, j'ai beaucoup à apprendre encore sur cette affaire-là. Mais si je pense à comment c'était il y a quelques années, je suis rendu bien meilleur. Donc, c'est un message d'humilité, c'est un partage du cœur, c'est pour vous inviter à amorcer un début de prise de perspective intérieure quand on ne sait pas quoi dire. C'est peut-être le début de la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que ça fait le tour du thème, là, de je sais pas quoi dire, de quoi qu'on pourrait bien parler. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez appris des choses au cours de cette vidéo? Saviez-vous la différence entre l'humilité et l'humiliation? Humilité, qui est le traitement royal à l'orgueil. On fait plier quelque chose qui avant était rigide, on le rend déposé au sol. Alors, sur ce que j'espère, des sages paroles, mais c'est pas garanti, vous savez, c'est juste vous qui allez me dire avec les clics j'aime et tout ça. Si vous avez appris des choses, ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Restez bien sûr modéré dans vos partages sur vous-même. Sinon, ben, je vais supprimer les commentaires. Ça m'arrive souvent de supprimer des commentaires de gens qui font ce que je trouve être du surdévoilement de soi. Il y a du monde qui écrivent leur date de naissance puis leur
leur numéro de téléphone puis leur adresse sur les places publiques là, ou même des numéros de carte de crédit. J'ai vu passer des fois dans des lives sur TikTok que je me dis, les gens ils font une confiance naïve terrible. Et pour traiter la naïveté, ben, ça va prendre la perspective, fort et vulnérable, vision intégrative. Donc c'était le Dr Paul Simard, psychologue, et je vous dis à demain pour la suite du défi Psychoctober.